Retrouvez votre émission Power Sport News avec la gamme haute performance Motul Engine, la plus vertueuse pour l'environnement. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Power Sport News numéro 6, l'émission de toutes les compétitions moto. Allez, on démarre tout de suite. Et qui dit compétition dit tour de chauffe, qui dit émission dit sommaire. Dans cette émission de rentrée, place au sidecar, sur piste et sur route, avec un invité exceptionnel qui participe au championnat du monde comme passager, Kevin Rousseau. Il nous en dit plus sur cette ancienne discipline qui connaît toujours un grand succès populaire. Place ensuite aux jeunes motards avec la Rookies Cup, qui est le plus grand festival MX européen pour les pilotes de 6 à 25 ans. Mickaël Lecuy, qui l'organise chaque été, nous en présente le déroulement. Dans notre séquence rétro, on évoque le Boulder Classic avec le rédacteur en chef de Moto Revue Classique, Christophe Game. Pour notre connaissance générale sur les moteurs, Mathieu Rézé, spécialiste technique chez Motul, explique la différence entre une huile pour moto off-road et une huile pour moto de route. Enfin, nous aurons une petite respiration musicale avec Johan Zarco, guitariste entre deux MotoGP avec le groupe Engine. Sur ce plateau de Power Sport News, comme chaque mois, Pascal Tomec avec nous. Salut Bonjour David, Pascal. bonjour à tous. Est-ce que tu as fait beaucoup de kilomètres cet été, Pascal? Oui, quelques milliers de kilomètres. Tu as rajouté des kilomètres à ton J'en compteur. ai mis 4000 de plus. Ouais, Donc, plus que moi. ouais. Et toi David, t'as fait quoi? Moi, j'ai surtout assisté à des courses. Voilà, on est spectateur ou on est acteur, ça dépend. Il y en a un qui est acteur avec nous, il est sur ce plateau, Kevin Rousseau. Salut Kevin. Bonjour à tous. Voilà, acteur, sidecariste, tu nous fais rêver, hein. De toute façon, on suit ce que tu fais chaque saison en sidecar. Le championnat du monde, c'est en ce moment. C'est ça. Donc là, on est actuellement deuxième du championnat du monde et puis il nous reste deux épreuves, donc une à Oschersleben et puis la finale qui sera à Estoril mi-novembre. Ton pilote, c'est Harry Payne, c'est ça? Tout à fait, c'est ça. Voilà, il est de nationalité Il est anglais. britannique, bien sûr. Pilote de sidecar, tu participes au Tourist Trophy hein, chaque année. Oui, c'est ça. Donc là, ça va faire la deuxième année et donc c'est avec un autre pilote, c'est avec Ben Birchall que je participe au Tourist Trophy. Fameux Ben Birchall, ah ouais. Donc gros palmarès aussi. Ouais, lui, il a 14 victoires au Tourist Trophy, donc c'est pas un newcomer comme on dit. Ouais, donc toi, maintenant, tu es reconnu comme passager, singe, on dit, et tu es reconnu, tu es devenu l'un des très bons. Ouais, c'est ça. Donc c'est vrai que ça fait plusieurs années que je roule en side et puis voilà, au fil des années, on essaie toujours de performer et de s'améliorer. Donc voilà, là, on espère que c'est la bonne année pour décrocher le Graal. Donc Kevin, le championnat du monde, vous êtes deuxième au championnat avec ton coéquipier Harry Payne, c'est ça? C'est ça, ouais, on est actuellement deuxième à 7 points de la tête. Donc c'est des Suisses qui sont en tête du classement. Les Suisses, c'est qui? C'est Markus Schlosser et Lukas Schmidt. D'accord, ils sont loin, 7 points, c'est ça? Ouais, 7 points. C'est rien. Non, c'est rien, c'est rien. Donc objectif, le titre, il reste 2 courses, il reste des courses où alors? À Oschersleben, on en a 2 et il en reste 2 également à Estoril. Donc il reste encore 100 points à distribuer. Ouais, donc c'est largement faisable. Au niveau du rythme, vous êtes comment? Qu'est-ce qui cloche chez vous par rapport aux Suisses et là, votre point fort, votre point faible? On va dire qu'ils ont une bonne machine, leur machine, ils ont une bonne vitesse de pointe. Après, c'est vrai que là, on avait bien commencé la saison, on avait commencé avec une victoire au Mans. La deuxième course, on était en tête et on a eu un petit problème mécanique. Et depuis ça, on a toujours notre pire place et deuxième. À chaque fois qu'on a fini les courses, on a fini au plus loin deuxième. Donc on va dire qu'on a eu un début de saison plutôt solide. Donc on va essayer de mettre le paquet sur les 4 dernières courses pour pouvoir creuser ou au moins rattraper l'écart qu'on a avec les Suisses, quoi. Alors l'histoire du sidecar, on a regardé un petit peu, on en a suivi pendant quelques années. Les années 50, ça démarre, on a des constructeurs automobiles comme Jaguar qui fabriquaient des sidecars pour le vélo. Et puis on a eu cette époque héroïque avec Alain Michel, qui est champion du monde. Là, tout le monde s'enflamme autour du monde du sidecar. On a un monde de sidecar qui est F1. Et puis d'un seul coup, on a un peu d'extinction. On voit que le sidecar disparaît de l'actualité. Il est moins bien perçu. Là, on lui met un moteur de 600 cm3 un peu pour tout le monde. On n'a plus cette Formule 1 3 roues. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on arrive à faire du sidecar quand on est si jeune?
C'est vrai que les grandes années, comme tu disais, c'était les années où ils étaient en Grand Prix en même temps que les MotoGP. Donc là, c'est vrai que c'était le Graal. Après, voilà, comme ça a changé un petit peu, maintenant ils ont réduit la cylindrée. Donc on va dire les circuits qui sont très rapides, on est un petit peu plus lent au niveau des chronos, mais tout ce qui est circuit technique, on va aussi vite, voire plus vite, parce que la machine est plus légère et puis on arrive à être plus rapide dans les virages. Donc moi j'ai roulé en 1000 à l'époque, c'est vrai que ça demande, je pense aujourd'hui, un petit peu plus de conditions de rouler en 600 parce que surtout notamment pour le singe, derrière sur les changements d'angle, il faut être encore plus rapide, plus précis. Et puis voilà, donc maintenant on a pris un petit peu de retard par rapport à comment c'était à l'époque en même temps que les Grands Prix, mais il y a un promoteur qui essaye de reprendre le championnat. Ils mettent les courses en live sur YouTube, donc c'est pas mal pour tous les sponsors, les personnes qui ne peuvent pas être présents sur l'épreuve. Du coup, ils peuvent regarder soit en direct ou le regarder plus tard sur YouTube. Donc voilà, ils essayent de faire quelque chose de plutôt pas mal. Donc on espère que ça va réaugmenter d'ici les prochaines années. Le sidecar, on dit sidecar ou sidecar? Toi, tu dis quoi? Side. Ouais. À l'anglaise, puisque de toute façon, tu as un coéquipier anglais. Ça reste très populaire et ça reste une épreuve majeure du Tourist Trophy qui, lui-même, est une épreuve majeure des courses sur route. Ouais, c'est vrai que sur l'île de Man, ça n'a rien à voir avec les courses qu'on peut avoir soit en national, dans le cadre du championnat de France Superbike ou dans le championnat du monde. Le Tourist Trophy, qu'on soit un top pilote ou top passager sur l'île de Man ou qu'on soit un top pilote en moto, on est mis à la même éthique. Donc c'est vrai que c'est pour ça que c'est vraiment bien reconnu sur l'île, quoi. Toi, tu es monté sur le podium sur l'île de Man. On parle de l'île de Man, c'est le Tourist Trophy, cette fameuse course sur route de 60 km sur l'île, là, en mer d'Irlande, qui est la course la plus prestigieuse au monde et la plus redoutée aussi. Tu es monté sur le podium. Oui, c'est ça, on a fini deuxième. On a fini deuxième sur le Tourist Trophy, donc pour moi c'était vraiment exceptionnel. C'est très rare, un Français sur un podium de l'île de Man. Ouais, c'est vrai qu'il y a eu Pierre-Yves Bian, mais il y a eu Max Vasseur aussi, mais c'est vrai que c'est assez rare, c'est des épreuves, voilà, c'est spécial, c'est 60 km, c'est sur la route, donc on imagine déjà des grands circuits comme Spa, ça fait 6 km, et là on arrive sur un circuit qui fait 60 km, donc on a vraiment des parties circuits qui sont différents, on a des parties des villages. La vitesse max, on était enregistré à Sulby Strait à 275 km/h. Donc pour un 600 à 2, c'est vraiment très rapide, quoi. Et la mise en condition pour toi, au ras des maisons, au ras des arbres, tout ça, c'est forcément différent d'une course de championnat du monde. Ah oui, c'est totalement différent. C'est vrai que c'est beaucoup de travail. Il faut apprendre le circuit par cœur. Il y a beaucoup de parties où on regarde pas la route. Après, il faut se retenir lequel virage est après, mais pas sortir trop tôt pour ralentir la machine. Donc ça n'a rien à voir. Là, quand j'ai été au Tourist Trophy, du coup, 2 semaines après, j'avais une course en République tchèque à Most. Et du coup, ça fait bizarre. On a l'impression qu'on a de la place, tout est loin, c'est court, c'est pas bosselé. Donc c'est vraiment deux types de courses différentes. Presque soporifique, quoi. En fait. Ouais, c'est différent, on va dire. Alors, pourquoi t'es passager et pas pilote? J'ai fait de la moto à l'époque et puis en fait je suis venu un petit peu au sidecar par hasard et du coup voilà j'ai démarré comme ça. On m'a dit tiens un jour il faudrait que tu fasses un baptême et voilà c'est pour ça que j'ai commencé en tant que passager et puis j'y suis resté. Quelles qualités il faut? Quelles sont les qualités qui font la différence entre un bon passager, un bon singe et quelqu'un qui va moins faire la différence? Déjà il faut une bonne condition physique. Et puis après, voilà, il faut malgré tout rester souple. Et puis après, notamment sur les courses sur route, il faut beaucoup de mental, quoi. Tu travailles comment? De quelle manière physiquement? Moi, je fais du crossfit tous les jours, du lundi au samedi, beaucoup de crossfit. Et puis après, un petit peu de natation, un petit peu de vélo également. Puis j'adore le ski, donc l'hiver, je fais pas mal de ski. Je trouve qu'on trouve la vitesse, l'équilibre. Donc c'est vraiment quelque chose qui se rapproche aussi. Et la connexion avec le pilote, elle est forcément différente d'un pilote à l'autre. Qu'est-ce qui fait une bonne entente? Une bonne entente, déjà il faut un petit peu de temps avant de se connaître, parce qu'on ne peut pas se parler comme en rallye, juste comme ça. Donc c'est vraiment beaucoup de débriefs avant les essais, après les courses, après les essais, etc. Donc ça s'acquiert au fil des années et puis au fil des roulages, quoi. Plus on roule ensemble, plus on se connaît. Et puis l'idéal, c'est que quand le pilote il sent plus le passager, quoi. Des fois après les courses, il me dit putain, je me retourne et en fait j'ai oublié que tu étais là, quoi. Donc là c'est vraiment c'est l'idéal, c'est le top. Alors, pourquoi un équipage mixte anglais-français, pas les frères Rousseau
ou un pilote français avec un passager, un singe français. Là, qui est-ce qui gagne, l'anglais ou le français? C'est la combinaison des deux. C'est la combinaison. Après, il y a des équipages 100% français, comme les Peugeot qui ont été champions de France. Mais c'est vrai que la combinaison anglais-français, ça marche plutôt pas mal. D'accord. Ça marche plutôt pas mal. Puis après, c'est le pilote qui choisit le singe. C'est le singe qui décide ou pas s'il veut aller avec son pilote. Donc c'est comme ça. Des fois, il y a des équipages 100% de la même nationalité. Des fois, il y a des mixtes. Et c'est vrai que anglais-français, ça match plutôt pas mal. Et mixte par genre aussi, ça existe, hein, bien sûr. Oui, bien sûr. Voilà. C'est-à-dire garçon-fille, fille-garçon. C'est ça. Il n'y a pas de réglementation particulière. Non, pas de réglementation, non. C'est ouvert. C'est ouvert. Ouais. Et alors, qui est champion du monde? La nationalité, le nom de le pilote ou le couple? Les deux. Donc, quand il y a un équipage, on va dire, qui est champion du monde, du coup, il y a le pilote qui est champion du monde avec sa nationalité et le passager avec sa nationalité également. D'accord. Tu te sens plus proche de pilote de vitesse solo ou de pilote de sidecar cross, par exemple, toi? Plutôt de vitesse solo, parce que vu qu'à l'époque, déjà, en plus, j'étais en solo, du coup, j'ai pas mal de copains qui roulent en solo, donc on va dire que je suis plus proche de pilote solo. Ouais. Pilote solo. Mais pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, c'est vrai que quand on parle de sidecar et que les gens ne connaissent pas forcément, quand je dis je fais de la compétition en sidecar, ils pensent tout de suite au sidecar avec mes mères à côté. Quand je montre à quoi ressemble un sidecar de course, ah ouais, ça existe. C'est un autre Ils imaginent, voilà, on est à côté, on se tient avec les lunettes à l'ancienne. Ce qui n'a absolument rien à voir entre l'utilisation sur route d'un sidecar et l'utilisation d'un sidecar en compétition. Le budget pour une saison à peu près approximative, championnat de France? On va dire le championnat de France, je le fais plus depuis quelques années, donc c'est difficile. Je vais plutôt parler pour le championnat du monde. C'est à l'année, on va dire que c'est entre 80 et 100 000 euros l'année, quoi, pour faire une saison en championnat du monde. Ouais, en sachant que c'est quand même des sports mécaniques très particuliers parce qu'on en parlait, il y a des châssis à construire, il y a des coûts incompressibles en fait. C'est un peu des prototypes en fait, mis à part le moteur qui vient d'une moto de série. Sinon tout le reste c'est des la poutre c'est rifté collé un petit peu comme en aviation, puis tout le reste c'est des pièces qui sont faites à la main, qui sont usinées, donc c'est du sur mesure quoi. Toi, tu consacres combien de temps de ton temps? Parce que tu parlais de la préparation physique, tu te prépares physiquement, il y a les compétitions, vous n'arrêtez pas là, hein. Vous arrêtez pas. Tu fais un autre travail à côté ou tu t'y consacres à plein? Non, depuis 2020, j'ai la chance que c'est mon job. Donc voilà, ça, entre les essais, les courses, puis vu que j'ai deux pilotes, que le pilote avec lequel je fais le Tourist Trophy, c'est pas le même, du coup, tout est doublé, quoi. Entre les championnats, les essais et tout est long. On va dire que les premiers essais, on commence au mois de février. Et puis voilà, la dernière course pour nous en championnat du monde, elle est mi-novembre. Donc ça laisse un peu le... On a des moments où là par exemple on va avoir 3 semaines sans course, mais sinon en général c'est assez sport quoi. Ouais. Et ça vous arrive de vous engueuler? Ouais, ça arrive forcément. En anglais ou en français? Non, en anglais. Mais des fois il y a des mots français qui partent. Et tu disais quand un singe se blesse, c'est plus fréquent chez le singe de se blesser que pour le pilote? Ça peut arriver avec le pilote, mais en général, vu que nous, on est quand même éjecté un peu plus facilement que le pilote, en général, c'est plutôt le singe qui se blesse. Ça arrive de se faire éjecter et le pilote continue et toi s'il le sent pas, ça peut arriver, mais ou sur un crash, en général, le pilote, il reste dans la carène, donc lui, quand il se retourne, il est coincé dans la carène et en général, le singe, il est éjecté. Ouais, on a eu un crash en 2017, j'ai eu un crash. Où je me suis pété le poignet, on est parti en glisse et hop, j'ai fait un peu le high side en moto, mais sauf qu'en side, donc je m'étais fracturé le poignet en 2017. Donc, voilà. Merci Kevin pour toutes ces infos. Et puis, nous, on va accueillir Mickaël Lecuy, qui va nous parler de Rookies Cup, c'est du motocross. Mais avant, on va faire une petite pause musicale avec un pilote qui aime gratter sa guitare. C'est Johan Zarco, qui avait rejoint le groupe Engine lors du Bol d'Or. On fait une petite pause musicale donc.
De retour sur le plateau de Power Sport News avec Mickaël Lecuy qui est avec nous. Salut Mickaël. Salut David. Tu connais bien ici, toi Mickaël, hein, les locaux. Tu as travaillé ici dans les parages. Oui, plus d'une dizaine d'années chez les éditions La Rivière, à Moto Verte et MX Magazine plus précisément. Tu étais essayeur. J'étais essayeur et journaliste, essayeur, reporter, photographe. On était un peu couteau suisse. J'ai fini rédacteur en chef adjoint de Moto Verte aux côtés de Bertrand Sans-Laville. Donc oui, je connais bien la maison. Ouais. Mickaël, toi aujourd'hui, avec toi on va parler de Rookies Cup. Tu nous expliques ce que c'est exactement? Oui, alors c'est un festival de motocross qui dure une semaine en Vendée, au Sables d'Olonne, que j'organise avec le motoclub du Pays des Olonnes et son président Dominique Tesson. C'est quelque chose qu'on a mis en place il y a 12 ans maintenant, en 2012. Donc moi j'avais arrêté avec Moto Verte depuis 1 an ou 2 déjà. Et ce club qui est de ma région native, puisque je suis d'Angers, est venu me chercher quelque part, ce qu'il voulait mettre en place un bel événement pour les jeunes pilotes. Et de par mon expérience autour du monde grâce à Moto Verte et MX, c'est vrai que j'avais une expertise, un œil nouveau entre guillemets, puisque moi-même j'avais été pilote plus jeune, pilote de motocross. J'avais commencé vers 13-14 ans, donc j'en ai fait jusqu'à 20 ans en compétition. Puis la suite, ça a été pilote-essayeur justement pour les éditions La Rivière. Et c'était quand alors la Rookies Cup? C'était au mois d'août. Au mois d'août, ouais. Du 5 au 11 août. Combien de participants? C'est énorme. Hein. Oui, alors sur la semaine, ça fait 650 pilotes. Et sur le week-end de compétition, donc les 2 jours de course, on a 450 inscrits. Beaucoup de jeunes, la jeunesse, c'est quelque chose qui vous tient à cœur chez Motul. Quand tu vois un événement comme ça, Pascal, toi, ça te donne envie d'y aller. Je sais que tu sillonnes la France, on en reparlera tout à l'heure. Mais ça te donne envie de pousser jusqu'au Sables d'Olonne? J'y vais depuis 5 ans. La première année où j'y suis allé, j'ai vu 500 gamins. Donc 500 gamins d'une discipline que j'affectionne, le motocross. Et sa culture, moi j'ai de la culture du SX Bercy, les JMB, les David Bellet, Omara, j'ai cette histoire. Et quand j'arrive avec 500 pilotes de motocross qui ont entre 6 et 18 ans, c'est un MX GP mini, c'est exactement la même chose. Et comment ça évolue, Mickaël? Est-ce que vous avez du mal à recruter? Est-ce que vous avez du mal justement à limiter le nombre? Quelle évolution pour le motocross et pour votre événement? En fait, il y a plusieurs points. Disons qu'on n'a pas de mal à avoir d'inscrits puisqu'on ouvre les inscriptions au mois de décembre pour un événement au mois d'août. Oui. Donc mi-décembre et on est complet en 1h30 en gros. Donc, c'est l'effet Enduropal, quoi. C'est un peu ça, exactement. Ouais. C'est devenu une classique vraiment pour les enfants et les parents. Puisque là, en fait, les parents programment leurs vacances estivales. Quasiment, chez nous, ils passent une semaine à la maison, entre guillemets, puisqu'ils viennent en camping-car, évidemment. Ils ont la possibilité de faire des stages, de faire des testings produits dans la semaine, d'aller à la plage, de faire du karting qui est juste à côté, sachant que la plage est à 4 ou 5 km du circuit. Il dure combien de temps, le festival? Une semaine. Du lundi au dimanche. C'est quasiment une colonie de vacances, quoi. Oui, ça s'y apparente. Ouais. C'est ça s'y apparente. Ouais, comme on disait tout à l'heure avec Pascal, c'est un vrai village, hein, puisque si tu considères qu'avec un pilote, tu peux avoir entre 2-3 accompagnateurs, voire jusqu'à 7-8, on est facilement entre 2500 et 4000 personnes pendant la semaine, quoi. Est-ce que la compétition, c'est une fin en soi pour ce genre de semaine, Mickaël? Est-ce que vous avez ça en filigrane ou en tête? Est-ce que les gamins, ils l'ont en tête? Oui, on se rend compte que les enfants l'ont en tête, mais ce n'est pas notre but premier. Chez nous, en fait, on a beaucoup de champions actuels ou passés qui sont passés par chez nous. Mais les inscriptions dont je parlais tout à l'heure, c'est premier arrivé, premier inscrit. Donc il n'y a pas de préférence. Pas de passe-droit. Non, il n'y a pas de passe-droit. Donc ce qui fait que c'est pour ça que ça s'inscrit aussi tellement vite. Mais ça ne nous empêche pas d'avoir les très très bons de 6 à 18, 20 ans qui sont là, donc les meilleurs Européens, puisqu'on a aussi des pilotes de l'étranger qui viennent. Ouais, c'est un peu comme le trèfle algérien pour l'enduro. Ouais. Il y a la Rookies Cup. Effectivement, on se retrouve dans on a employé le mot depuis le début, festival.
Festival, ça veut tout dire. Ça veut dire que les gamins, ils font leur discipline, mais après, ils font du vélo. Ils se courent après avec des bonbonnes d'eau. Ils s'arrosent avec des pistolets à eau. Là, on a affaire à des enfants. Mais on voit que ces enfants, dès qu'ils ont mis leur équipement, dès qu'ils sont derrière la grille, dès qu'ils sont même en pré-grille, ils se concentrent comme les adultes. Ils ont des plaques numéros qui sont beaucoup trop petites parce qu'ils ont 3 numéros, c'est le rêve américain. Et c'est là où on s'aperçoit que le Supercross US, tout ce qui se passe aux États-Unis dans le monde du cross, MX, SX, les gamins le reproduisent à leurs plaques numéros, leurs vêtements. Et effectivement, pour une marque comme la nôtre, qui est une marque qui est investie dans le monde de la compétition depuis longtemps, il est indispensable de l'entretenir. Que les gamins, à un moment, puissent identifier la marque Motul. Et on a des statistiques qui prouvent qu'effectivement, on a un gamin sur 2 qui, effectivement, consomme les produits de la marque Motul. Et ce n'était pas le cas il y a 5 ans. Quelque part, on a mis des étoiles dans les yeux aux enfants en leur permettant de participer à un événement comme si eux avaient leur propre grand prix ou course à l'américaine. Oui, et puis il y a de tous les niveaux. Donc Oui. ça permet de rêver, comme tu dis, de faire rêver quand il y a les meilleurs. Oui, les plus jeunes. À l'image de l'enduropal, en fait, tu as des superstars qui roulent avec des gens qui n'ont quasiment jamais fait de course. Voilà, c'est Et ça. chez nous, c'est possible aussi. Et il dure, pour les petits, les 50, c'est 8 minutes. Oui, c'est ça. Et puis 12 minutes pour les plus grands. De 12 à 15 minutes Ouais. pour les plus grands. Et ils roulent 6 fois dans le week-end. Donc ils ont un entraînement chrono plus 5 manches par catégorie. Avec l'équipe, encore une fois, du motoclub, j'organise un événement auquel j'aurais aimé participer quand j'étais gamin. Ouais. Et tant qu'on arrive à maintenir ça, une épreuve où tu as envie de participer tous les ans, tu as envie de revenir à peine elle est terminée, que tu as déjà envie d'y retourner, tant qu'on arrive à maintenir ce niveau-là d'organisation, je pense qu'on aura du mal à faire en sorte que les gens s'essoufflent. La prochaine édition, tu as déjà les dates ? Oui, ce sera du 4 au 10 août 2025. Alors on prend rendez-vous. J'imagine que les inscriptions, il y a une date précise. Oui, c'est aux alentours du 15 décembre en général. Aux alentours du 15 décembre, mais si ça se conclut en 10 minutes, il faut une date. Oui, non, mais on annonce sur les réseaux sociaux, il n'y a pas de problème. On communique. Merci, Mickaël. Et puis, on a noté qu'il n'y a pas de passe-droit, donc c'est pour ça que je te demande la droite précise. Si tu veux t'inscrire. Oui, si je vais inscrire les enfants. Merci. Et nous, on enchaîne avec Christophe Guem, qui lui est resté ici. Christophe Guem, rédacteur en chef de Moto Revue Classique. Et nous avons évoqué avec lui le Boulder Classique, l'un des rendez-vous majeurs du mois de septembre qui se court dans le cadre du Boulder. Nous sommes de retour sur le plateau de Power Sport News avec Christophe Guem, rédacteur en chef de Moto Revue Classique. Salut Christophe. Salut David. Alors toi, tu n'as pas un long chemin à faire, parce que tu travailles ici aux éditions La Rivière. Où se trouve le studio La Rivière ? Au 2e, et donc j'ai descendu 2 étages juste avant le déjeuner. Il ne faudra pas trop que ça traîne d'ailleurs. Pascal, tu connais bien Christophe, Ouais. on le côtoie souvent longtemps. sur les compétitions classiques. Le mot classique revient souvent dans notre langage. J'aime ce mot. Donc Moto Revue Classique, né... Créé en 2002 au sein des éditions La Rivière par moi-même. Et puis dans la foulée, un an plus tard, c'était prévu, avec Patrick Casanova et Baman à l'époque, le Boulder Classique. Première édition à Manicourt en 2003. Alors le Boulder, pour info, je vous apprends rien messieurs, mais 1922, première édition Bravo David. du Boulder. C'est une course La centenaire. course centenaire, 101 ans cette année. Oui, c'est vrai que c'est assez longévité. 21 ans seulement pour le Boulder Classique, mais c'est pas mal quand même. Voilà. Donc, Pascal, toi, le Boulder, tu y as depuis quand ? Pas 1922. Non. Bon, ça fait 35-36 ans, donc de par la carrière déjà, chez Motul. Mais c'est vrai que l'histoire, 1922, comment mieux raconter l'histoire que par un livre du classique ? Moi, je me demandais tout le temps, quand j'étais gamin, je me disais, mais comment ils font pour penser à ces vieilles bécanes, ces vieilles images ? Quand j'étais gamin, je n'imaginais pas qu'un jour, je serais vieux. En tout cas, je rentrerai dans une classe classique, ou vétéran, et ainsi de suite. J'imaginais pas ça. Aujourd'hui, le fait que j'ai un certain âge, j'ai besoin des histoires. J'ai besoin qu'on me rappelle
Elles sont dans Moto Revue Classique, les histoires. Et justement, le magazine se fournit avec des images que tu trouves ici. Il y a un stock d'images fabuleux ici. Oui, alors, pas uniquement, on produit beaucoup d'images, évidemment. C'est la touche de modernisme, mais les archives de Moto Revue. Alors, si le bol d'or a été créé en 1922, Moto Revue, c'est 1913, si je ne me trompe pas. Ouais. Donc, alors, on n'a pas les archives depuis 1913, mais effectivement, pour on va dire la grande époque du bol d'or, par exemple, c'est-à-dire les années 70, le retour et les années 80, c'est vraiment, on trouve des trésors toujours dans les archives. Voilà. Et le bol d'or classique, donc créé une année après Moto Revue Classique. Bol d'or Classique, c'est le principe. Alors le principe, combien d'heures? Alors c'est 4 heures de course en 2 manches de 2 heures. Une le vendredi soir et une le samedi matin. On avait instauré ça simplement pour que les concurrents qui ont des problèmes en première manche puissent prendre le départ en deuxième manche. Ça reste une course amateur, c'est pas le championnat du monde ou le championnat d'Europe classique. Et alors la question, c'est, dans le règlement, j'imagine que c'est des motos évidemment classiques. Et est-ce que ça évolue avec les années? Oui, alors depuis 2003, ça a évolué. Alors pour faire simple, actuellement, les motos les plus récentes admises doivent être produites jusqu'au 31 décembre 92. Grosso modo, les motos les plus récentes, c'est les CBR 900 RR Fireblade. Voilà. Donc chaque année, le millésime de l'année en cours, ça doit donner des idées à certains Oui, c'est exactement. D'améliorer. Sachant qu'on a quand même gardé, c'est aussi une spécificité du bol d'or classique, on a gardé une catégorie classique avec les gros 4 cylindres à air des grandes années, les Kawamilji, les Honda GSX ou les Honda bol d'or, c'est le cas de le dire. Et le plateau est toujours fourni. Et les motos... J'allais poser la question, ça attire du monde. Oui, et depuis l'année dernière, on a même eu un retour des motos classiques. L'expliquer, ce serait difficile à dire, mais les motos avec les freins double piston et les routes 18 roulent toujours au Castellet, c'est-à-dire, et elles ne roulent pas doucement en plus. Alors cet engouement pour le classique, ce retour aux motos classiques, Pascal, vous le ressentez aussi? Oui, parce que les gens, régulièrement, plus on avance dans le temps, plus les gens sont à la recherche de liberté, plus les gens sont à la recherche d'espace psychologique, mais aussi physique. Donc, effectivement, on ne peut pas dire aux jeunes aujourd'hui que c'était mieux avant. Alors, on ne leur dit pas que c'était mieux, on leur dit que c'était bien avant. Parce que si on leur dit que c'était mieux, on n'aurait pas dû les faire. Parce qu'ils se disent après, mais si vous nous avez fait, alors que vous saviez que c'était pas bien, donc c'est pas facile. Mais si on prend l'histoire du bol, il roulait tout seul, à une époque. Il avait un casque Cromwell, qui est une marque de casque anglaise, une paire de lunettes, une combinaison épaisse comme même pas une feuille de cigarette. Mais 24 heures tout seul. De 1922 jusqu'à 1960, sachant qu'il y a eu un break sur le bol d'or entre 60 et 69, mais jusqu'en 60, les pilotes étaient seuls. C'est une idée ça pour le bol d'or classique, Christophe. Seul. Oui, c'est une idée. En championnat du monde d'endurance, ils sont 4 quand même maintenant, je tiens à dire. Ça, c'est inversement. L'histoire, quand elles sont belles à raconter, les histoires, elles se racontent. Le Moto Revue Classique raconte des belles histoires, raconte des moments de course, comme le bol d'or et le bol d'argent. Le bol d'argent, Yves Mourouzi, Monsieur Moto et ainsi de suite. Tout ça, ça fait partie d'une culture et qu'il est indispensable à transmettre à la jeunesse. Sinon, la jeunesse, elle se transmet une culture qui est liée à son téléphone. Elle apprend forcément quelques éléments, mais toute la partie journalistique, tout l'écrit qui a été fait, toutes les images qui ont été produites, elles sont indispensables pour qu'effectivement, elles puissent perdurer. Et ces belles motos, moi, je les ai pas connues. Je me demande comment on pouvait être passionné d'une Triumph T120 de 1969, avec les jantes, avec le côté réchampisseur sur la... Je ne connaissais pas tout ça. En vieillissant, avec le temps, j'ai appris à travers le journalisme, à travers les revues, qui m'ont permis de découvrir tout ça. Et c'est indispensable. Sinon, on se cantonne à ne connaître que ce qu'on voit régulièrement à la télé, que le MotoGP. Et c'est bien le MotoGP, puisqu'on y est très investi. Mais il n'y a pas que le MotoGP dans la vie. Il y a aussi... C'est une belle conclusion, Pascal. Une dernière question à toi, Christophe. Il reste de la place pour la presse moto, une certaine presse moto.
Ah bah oui, j'espère. Oui, non, une certaine presse moto, même si on sait que la presse a tendance à souffrir. Enfin, Motor Vue Classique est là depuis 22 ans. Alors, bon, je vous dis pas que j'assurerai le poste dans les 22 ans qui viennent, mais on fait tout ce qu'on peut, en tout cas, pour être présent à travers le Bol d'Or Classique, à travers le Salon du deux roues de Lyon aussi, avec l'ami Où il y a de Mouchana, belles expositions. où il y a de belles expos. Voilà, bien sûr, il y a de l'avenir pour l'ancienne, en tout cas. Voilà. De l'avenir pour l'ancienne, c'est une belle conclusion. Merci Christophe d'être venu sur le plateau de Power Sport News pour parler du Bol d'Or Classique. Merci Pascal. Retour sur le plateau de Power Sport News avec cette fois Mathieu Rezé. Salut Mathieu. Bonjour David. Tu étais déjà venu sur ce plateau nous expliquer des points techniques très précis. On va continuer. Pascal, on va prendre des nouvelles avant que Mathieu nous explique la subtilité entre les huiles tout-terrain et vitesse de Émilie Bondy, des nouvelles d'Émilie Bondy, une jeune pilote qui était venue sur le plateau. Elle aussi sur ce plateau, qui s'est blessée sur le championnat du monde féminin de vitesse. Et elle nous explique ce qui s'est passé. Hello à tous, bon, c'est juste pour vous donner des nouvelles. Effectivement, depuis ma chute, je m'étais cassé le talus et comme vous pouvez le voir, je suis en centre de rééducation, donc ça va mieux. J'ai pas arrêté les compétitions, j'ai pu faire le championnat du monde depuis le début, même si les résultats n'ont pas toujours été au rendez-vous du coup en début de saison. Mais on est là, il y a 2 semaines, on était sur la manche de Portimao, j'ai fait un top 10. Bon, j'ai pris déjà quelques chutes depuis le début de la saison et depuis ma blessure, mais donc comme quoi tout va bien. Je continue de réapprendre à courir et puis on se revoit très bientôt directement sur le plateau ou sur la piste. Voilà, on souhaite bon courage à Émilie et on lui souhaite de continuer à marquer des points sur ce championnat du monde qui se dispute sur des Yamaha R7. 700 cm3. Des 700 cm3. Effectivement, la concurrence est un peu sévère. Ouais, un peu rude. Donc Mathieu, avec toi, on va parler de différence donc de lubrifiant entre tout-terrain et route. Et d'abord, il y a les fameux indices de viscosité, Pascal. Ouais. C'est quoi la différence déjà sur ces chiffres et ces lettres entre route et tout-terrain? Un peu de culture. On sait que chez nous, les technologies de lubrifiant sont l'évolution. La 300V, ça date de 1971. Depuis 1971, la 300V n'a cessé d'évoluer. Pendant très longtemps, on est resté sur des grades de viscosité quasiment identiques. 300, ça correspond à quoi? Le 300V, c'est le nom qui est le nom d'un produit. Donc, voilà. Alors, on dit souvent, j'ai acheté en automobile, on dit j'en achète de la V300. Voilà. Et en moto, on achète de la 300V. C'est le nom. C'est le nom du produit qui est générique et qui, effectivement, fait toute la notoriété de la marque autour d'un nom de produit comme la 300V pour la moto. D'accord. Alors, la différence, moi, à première vue, la différence, Mathieu, entre une huile pour des machines de tout-terrain et des machines de vitesse, c'est la vitesse, précisément. C'est ça, je me trompe? Vitesse. Non, pas d'erreur, c'est bien ça, c'est bien la vitesse. C'est pas les mêmes, contraintes. C'est pas les mêmes contraintes, c'est pas les mêmes types de moteurs non plus, souvent. Exactement. Souvent, c'est pas les mêmes types de moteurs. Une moto de vitesse, on a des moteurs qui sont un peu plus gros quand même. Parce que là, sur une moto off-road, c'est des moteurs plus compacts. Et en général, monocylindre ou bicylindre. Monocylindre, bicylindre pour le tout-terrain. C'est ça. Et pour la vitesse, c'est des multicylindres. Exactement. Donc, c'est pour ça que les huiles sont différentes. Alors, de quelle façon? Alors, il y a plusieurs façons. Déjà, je parlais des contraintes. Une moto de vitesse est souvent dans les hauts régimes. Donc, on est souvent en haut régime. Ouais. Tandis qu'une moto off-road, on va tout le temps être sur la reprise des gaz et il nous faut énormément de couple. C'est le couple contre la puissance à haut régime. La pleine charge. Voilà. Ouais, c'est vrai que sur des motos, ça peut aller jusqu'à 15 000 tours, même 16 000 pour Exactement. Certaines. Et les motos de cross, il faut du coup pour repartir Exactement. Labourer, quoi. Exactement. Et on n'a pas les mêmes contraintes sur l'embrayage, justement, à bain d'huile. Ouais, alors ça consiste en quoi exactement les différences? Alors, l'embrayage à bain d'huile, c'est du coup les disques d'embrayage qui baignent dans l'huile et du coup, il nous faut des agents de friction pour justement pouvoir que l'embrayage accroche. Et donc en motocross, par exemple, si on prend des whoops en motocross, à chaque fois, la moto reprend à chaque fois. Les whoops, c'est ces fameuses vaguelettes là. Exactement. Qui sont redoutables d'ailleurs. Et du coup, on a besoin que l'embrayage se verrouille, entre guillemets, très fortement. Et très rapidement. Et très rapidement, pour ne pas perdre de puissance et avoir toujours ce couple pour pouvoir accélérer. C'est même une question de sécurité, parce qu'il faut vraiment que ça accroche et que le pilote puisse compter sur le couple constant. Exactement. Alors oui, de sécurité et puis de performance, c'est ce qu'on recherche. De performance. Et alors,
en vitesse, il vaut mieux le fonctionnement du moteur, il est à très haut régime. Il est à très haut régime, donc on a ce qu'on appelle des modificateurs de friction, en fait, pour avoir le moins de résistance possible dans les hauts régimes, pour donner toute la puissance au moteur, justement. Et sans qu'il y ait de problème, quoi. Exactement, sans qu'il y ait de problème, mais il y a toujours aussi cet effet d'embrayage qui doit rester, lui, verrouillé. Alors sur une course comme le Bol d'Or, qui se déroule au Castellet, avec la longue ligne droite du Mistral, j'imagine que pour un lubrifiant, c'est les contraintes maximales. On n'est pas loin en tout cas. C'est les contraintes maximales, parce qu'on peut avoir également forcément la chaleur due à cette course d'endurance où le moteur tourne pendant 24 heures. Ouais, la chaleur, on est à Marseille en plus. Voilà, c'est ça. Et 1,8 km de ligne droite à pleine charge. Ouais. Donc, il ne faut pas qu'au bout de la ligne droite, l'embrayage se mette à patiner. Il faut que cette accroche, comme vient de le dire Mathieu, il faut que cet embrayage y résiste à cette demande de puissance de la moto de route au bout d'1,8 km, que ça ne se mette pas à avoir ce geste de patinage, parce que ça va patiner une fois, 2 fois, et après on va casser l'embrayage. C'est ça. Et alors il y a cet indice de friction, il y a d'autres éléments qui rentrent en ligne de compte sur la performance. Alors après on a différents additifs qui peuvent changer, mais ça reste après de la chimie, donc qui n'est pas forcément très simple à comprendre, mais le plus gros est sur le travail de l'embrayage et de la friction à haut régime pour la 300V par exemple, Road Racing. D'accord. Comme on le disait, au bout de la ligne droite, il nous faut la puissance maximale et que l'embrayage ne patine pas. C'est un compromis, parce que forcément, quand t'as l'un, t'as pas l'autre, et inversement. Et il y a ça, et forcément, il y a la température aussi. Alors oui, il y a la température, forcément. Il faut que l'huile puisse absorber cette température pour ne pas la diffuser dans l'ensemble du moteur. Parce que tout le monde pense qu'il n'y a que le liquide de refroidissement qui réduit la température d'un moteur, mais non, il y a l'huile surtout. Et à l'huile aussi. Et alors, question bête, si je me trompe, j'ai une moto de route, une moto de tout-terrain dans mon camion et je mets la mauvaise. Parce que c'est des petits logos, hein, on les voit bien, c'est des petites motos de tout-terrain, mais quand même... Alors en soi, ça fonctionnera, mais on n'aura pas les performances optimales pour chaque moteur. On va pas casser. Ça cassera pas. Ça cassera pas. Ouais. Après, comme le dit Mathieu, chaque constructeur a une architecture moteur bien spécifique, qui a des exigences. Donc on peut retrouver, jusqu'à maintenant, on avait des motos de route qui étaient avec des 10 W40. Les 4 marques japonaises étaient avec ce type de viscosité. Puis après, on avait des marques européennes qui avaient des viscosités à chaud qui étaient un peu plus importantes. On était plutôt à un grade à chaud de 50. Pourquoi ? Parce que l'architecture moteur de certaines machines européennes demande la pompe à huile, tout ce qui fait monter la pression dans le moteur est souvent fait de manière différente entre l'architecture moteur d'une moto européenne à un moteur japonais. C'est ce chiffre-là, le deuxième chiffre, qui indique l'indice de viscosité, c'est ça, hein, c'est ça, l'indice de viscosité 40, à chaud. 50, à chaud. Et le premier ? Et le à froid. À froid. W pour 10, winter. C'est à froid. Exactement. Winter. Et le deuxième grade à chaud. Hey, on se cultive sur Power Sport News, messieurs. D'ailleurs, Mathieu, quand on regarde l'étiquette d'un bidon, quand on identifie 10 W, donc température à froid, moins 40, et puis un petit trait, puisque le winter n'a d'intérêt, hiver n'a d'intérêt que pour le premier chiffre, pour permettre à la moto de démarrer de manière plus facile. Plus le chiffre est petit, plus on facilitera le démarrage. Mais après, vous avez un petit trait entre le W et le second chiffre qui identifie que le premier n'a de lien avec le W, mais que le petit trait n'a de lien qu'avec le deuxième chiffre qui est une température à chaud, donc on n'est plus dans le chiffre W winter. Donc, j'apprends quelque chose. C'est pour ça que vous avez ce petit trait d'union qui est juste à côté du W. Voilà, j'apprends quelque chose et je suis sûr que je ne suis pas le seul. Mathieu, le renouvellement des huiles, il se fait sur des cycles longs ou ça dépend un peu des retours que vous avez, ou vous avez des cycles de fonctionnement et de renouvellement standards? Alors, ça dépend déjà des types moteurs. En fait, suivant les constructeurs, on n'a pas le même intervalle de vidange. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la nouvelle 300V, qu'on a sortie tout récemment pour la moto, on a un intervalle de vidange qui est plus long. D'accord. Avant, il fallait raccourcir cet intervalle de vidange. Et après, tout dépend de l'utilisation. Si c'est uniquement de la piste, forcément, on va réduire l'intervalle de vidange parce que l'huile va se dégrader un peu plus vite.
D'accord. Sachant qu'en une course de 24 heures, on fait 4000 km. Donc on a l'équivalent, le minimum qu'on peut l'utiliser. Et eux, ils utilisent 4000 km pleine charge quand on prend qu'on soit pilote de pointe ou pas. Les pilotes d'endurance aujourd'hui sont, quand ils ont tous, pas forcément tous bons au même niveau, ils utilisent les performances de leur mécanique à bloc pendant les 24 heures. Donc, et le tout-terrain, j'ai un exemple qui m'avait été donné par la technique de chez nous, avec Mathieu. Un piston d'une moto de tout-terrain, ça pèse 280 grammes. Lorsque c'est à 14 000 tours minute, ça pèse 1,5 tonne. Ce même piston, entre le moment où il arrive en haut de son mouvement et le moment où il arrive en bas, il fait à peu près entre 6500 et 6600 jets. Vous vous rendez compte la pression qui est mise sur l'aluminium, sur les métaux qui sont mis à rude épreuve, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, quand on est sur ce type de mécanique, on est obligé d'utiliser des produits lubrifiants d'une performance qui surpasse l'exigence que les métaux peuvent apporter. Et alors, qui dit exigence, qui dit recherche, tout ça dit forcément concurrence. Est-ce qu'il y a un peu d'espionnage? Est-ce qu'il y a de la contrefaçon, de la copie? Est-ce qu'il y a beaucoup de... La concurrence, comment ça se passe? Est-ce que vous êtes soumis à une rude concurrence? Alors, soumis à une rude concurrence, forcément, tout le monde veut égaler la 300V. Jusqu'à aujourd'hui, personne n'a réussi, mais tout le monde essaye. Tout le monde essaye. Les esters, David, et pour ceux qui nous écoutent, des esters, il en existe à peu près entre 4500 et 5000 sortes. Explique-nous ce que c'est qu'une ester. Un ester, c'est un produit chimique, donc c'est une base chimique, une molécule chimique. Ouais. Alors, les esters, on les utilise pour faire des prothèses de hanche aussi. Donc, l'ester est un additif qui, lorsqu'on a eu la crise du Covid, a été très très sollicité par une multitude de gens bien avant les moteurs mécaniques. Un ester, donc. Un ester. Un ester. Voilà. Donc ça veut dire que... Et depuis 1971, parce qu'avant on n'utilisait pas des esters, avant on utilisait ce qu'on appelle les huiles ricinées, le ricin. Le ricin. Moteur 2 temps, moteur 4 temps. On se rappelle du ricin, voilà, d'une marque très connue, avec une odeur bien particulière. Mais tous les marchands d'huile sur la planète utilisaient le ricin. Sauf donc Michel Cinson, qui depuis 1966 pour la 2100 et en 71 pour la 300V, a décidé chimiquement de créer une base de lubrifiant de synthèse avec les esters, où tout le monde du pétrole en règle générale, a bien rigolé lorsqu'il est arrivé donc à l'IFP avec ce produit, où tout le monde s'est moqué un petit peu de lui. On voit aujourd'hui en 2024, même bientôt 2025, qu'on ne s'est pas trompé, quoi. Ouais. Donc... un petit moment de culture sur la science et la mécanique. Mathieu, dernière petite question. Combien de temps il faut pour développer, produire une huile comme ça? Après, développer, il faut un certain temps. Donc, comme le disait Pascal, lorsque cela a été créé. Et après, pour produire, forcément, dans nos usines, maintenant, on a le savoir-faire pour produire. Donc ça, c'est plutôt rapide. Ouais. C'est de la production, c'est une huile française, hein, on précise, oui, c'est un produit français. Une usine à Vers-sur-Marne dans le 77. Voilà. Petite réponse encore même technique, débat qu'on a souvent avec Mathieu. Le lubrifiant, c'est la performance la moins chère en MotoGP. Vous gagnez entre 2 et 3% de performance supplémentaire en utilisant un bon lubrifiant. Nous fabriquons pour un certain nombre de constructeurs qui recherche ces 2 à 3% de performance supplémentaire et qui est cette performance qui va être celle qui va coûter le moins cher. Et effectivement, nous, on n'est pas pétrolier, on est fabricant de lubrifiants. Donc, on a la rentabilité liée au lubrifiant et c'est un domaine dans lequel on est, je dirais, on est numéro 1 en France, numéro 1 en Europe et numéro 1 mondial dans le monde du deux roues. Donc, dans le monde de la moto et dans son développement. Donc, on a une vraie notoriété et on a une vraie reconnaissance de la part des constructeurs. Et tu m'avais dit que le lubrifiant, c'est 1% de ce qui est extrait du pétrole. Hein, bien sûr. Ça. Donc, voilà, cultivez-vous avec Power Sport News. Merci messieurs, merci Pascal pour ces explications historiques
et technique. Merci Mathieu pour tes lumières sur la différence entre huile de tout terrain et huile de vitesse. Merci beaucoup. Est-ce que je peux faire une petite précision sur sur Mathieu? Mathieu est est la personne qui représente la marque sur les technologies auto, moto, sur toutes les demandes techniques qu'on peut avoir dans notre domaine chez Motul. C'est le monsieur technique, c'est lui qui renseigne lorsqu'on a un problème sur un camion, sur une voiture, sur une moto, sur un karting. J'oublie pas le karting, Mathieu. C'est Mathieu qui s'occupe de tout ça. Donc la leçon, soyez bon en maths. Vous allez faire comme Mathieu. On est d'accord, ou en chimie. Tu étais meilleur en quoi? Plus en maths qu'en chimie. Plus en maths qu'en chimie. Voilà, c'était la leçon. On a eu Mickaël Lecu, on a parlé des jeunes, on a parlé de la jeunesse. Les études, ça sert aussi à travailler dans la passion. Et voilà, il y en a de la passion dans la moto. Nous, on se donne rendez-vous le mois prochain, Power Sport News numéro 7.